Cette semaine, nous voyagerons au pays du Cachemire. Ce périple démarre en Inde et fera escale au musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse, où ce précieux tissu se dévoile à l'occasion d'une exposition Rêve de Cachemire, Cachemire de rêve, dont l'invité d'honneur n'est autre que Christian Lacroix. Pas de panique, vous avez jusqu'au 16 octobre 2010 pour en profiter, mais aujourd'hui j'ai voulu vous raconter la fabuleuse histoire de ce textile en Alsace, et puis vous comprendrez vite qu'il faut prendre soin du vieux cachemire de votre grand-mère, et qu'encore aujourd'hui ce motif inspire petits et grands, étudiants et créateurs. Notre jardinier Jean-Paul nous emmène outre-Atlantique à la découverte de bulbes de Camassia. Installez-vous confortablement du côté d'ici, Rêve de Cachemire à Mulhouse, c'est tout de suite. Le Cachemire, c'est avant tout une région du sous-continent indien d'où provient le tissu du même nom qui nous intéresse aujourd'hui. Il arrive en Europe fin du XVIIIe siècle dans les bagages des officiers de Bonaparte et devient très vite indispensable à la mode féminine une grande partie du XIXe siècle. L'imitation du châle des Indes se fait surtout par le tissage, mais très vite une production de châles imprimés sur laine ou sur coton fait son apparition. À Mulhouse, les dessinateurs et manufacturiers ne manquent pas d'imagination et très vite donnent le ton de la mode parisienne. À l'époque, posséder un châle de cachemire était signe de réussite sociale. Bonjour Céline. Bonjour. Ça fait rêver ces châles en cachemire. Ça fait rêver, oui. Même pour les femmes de mode à l'heure actuelle, je crois que c'est toujours l'accessoire de prédilection. Ça reste un objet assez rare et assez précieux. Au départ, le cachemire, c'est un châle tissé en laine. Effectivement, le duvet du bas-ventre d'une chèvre qui va être tissé pour en réaliser des châles. Puis après, une belle extension avec une réutilisation du motif sur différents supports, coton et laine. Et dans cette exposition, on découvre le tout début du cachemire. Le tout début du cachemire, essentiellement malgré tout ce cachemire imprimé notamment à Mulhouse. On est sur des châles imprimés rayés, généralement des métrages, ce qui permettait de confectionner soi-même le châle d'après un tissu imprimé au mètre. Pourquoi est-ce que ce cachemire est tellement important à Mulhouse? C'est sans doute l'un des styles dans lequel les Mulhousiens vont faire preuve des plus belles recherches stylistiques. On est sur une production de qualité, de luxe. Il s'agit d'approvisionner ces grands magasins, notamment les premiers grands magasins parisiens, et on s'adresse effectivement à une clientèle relativement aisée avec des produits de qualité. Exportation dans le monde entier, vers Paris, vers Londres, ces grands magasins, mais les Mulhousiens ont toujours exporté dans le monde entier, que ce soit les États-Unis, le Mexique, le Japon. On en trouve les preuves dans les archives. C'est important de faire cette exposition aujourd'hui? Je pense que c'est l'une des plus belles preuves de cette brillance de l'industrie textile mulhousienne et aurinoise, un style extraordinaire avec voilà, ce motif qui va être réinterprété, retravaillé de façon extraordinaire comme on peut le voir. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je vous présente l'un des bébés de Jean-François, un authentique cachemire. Quelle est son histoire? Alors c'est un cachemire des Indes de la fin du 19e qui était en fait dans une famille bourgeoise lyonnaise, et le châle cachemire était un cadeau qu'on faisait à la femme qui allait se marier, puisque le châle était réservé aux femmes mariées, et donc ça faisait partie de la corbeille de mariage. On y mettait les diamants, les objets précieux et le châle. Et il est arrivé jusqu'à nous dans sa boîte d'origine avec le coussin, donc on a toute l'histoire du châle. Donc son arrivée en Inde, sa vente dans un magasin lyonnais qui était Grillet, qui était un des grands fabricants de châles lyonnais du 19e, et il est resté dans cette famille jusque dans les années 80, et donc moi je l'ai racheté à cette famille qui voulait s'en défaire. Voilà, parce que vous êtes un collectionneur. Moi j'aime les cachemires, ça me fascine, je trouve que c'est fascinant de voir un motif qui a été transmis depuis plus de 200 ans et qui fascine encore les foules, c'est-à-dire que c'est avec les Indiennes, c'est le motif par excellence que tout le monde connaît, et dans les familles, souvent les gens ont un châle qui vient de leur grand-mère ou de leur arrière-grand-mère,
éphémères et certaines personnes les conservent. Et moi, j'ai été pris d'amour pour ces châles. J'ai décidé d'essayer de les sauver. Jean-François, alors votre collection a démarré il y a 13 ans. Il y a 13 ans, oui, à la suite d'une exposition au musée de l'impression sur étoffe. Et j'avais été, quand le musée a réouvert, il y avait une exposition de cachemire, de châles cachemire imprimés. Et j'ai été sous le charme de ce motif intemporel. Et je me suis dit, parce que je trouve fascinant les choses qui traversent le temps et qui donnent toujours une émotion aux gens. C'est-à-dire qu'on continue à porter des cachemires et les gens continuent à être fascinés par ce motif qui est arrivé en Europe au début du 19e siècle et qui, à l'époque, était très exotique. Et l'histoire aussi des châles, vous aimez bien? J'adore l'histoire des châles, parce que de toute façon, dans le textile en général, dans tout objet, il y a l'objet et il y a les personnes qui sont derrière l'objet. Il y a ce châle-là qui a été fait ici en Alsace, probablement dans la première période, donc après 1850 et avant 1858. Et c'est un châle qui revient des États-Unis. Et en fait, il a été trouvé par une antiquaire dans un grenier à Newport. Alors, Newport, c'était le quartier résidentiel, et c'est encore le quartier résidentiel des milliardaires américains au bord de la mer, où ils se faisaient construire leur belle villa. Et c'est une famille qui, dans les années 1850, est partie en Europe et a fait le tour de France. Et ils ont ramené ce châle. Et ce châle a été retrouvé dans le grenier par la famille qui devait vendre la propriété. Et c'est une antiquaire qui l'a racheté. Et moi, je l'ai racheté à cette antiquaire. Et donc, c'est intéressant de voir que il est parti pendant plusieurs dizaines d'années de l'autre côté de l'Atlantique, et puis aujourd'hui, il est de retour dans son lieu d'origine, en tout cas en France, et peut-être Mulhouse. Donc vous pensez aux femmes? Je pense aussi aux femmes, oui, je pense aux gens qui ont vécu avec, et puis en fait, moi, je me considère comme le dépositaire d'un moment de cet objet-là. Mon but, c'est qu'un jour, ce serait de les donner au musée pour continuer leur collection. Ils ont de la valeur, ces châles? Alors, la valeur est toute relative, hein. C'est les châles tissés, à un moment, il y a 10 ans, c'était très à la mode, donc les prix des châles tissés, il y avait tous les Italiens qui achetaient les châles tissés, donc il y avait des prix assez importants. Les châles imprimés ont toujours été négligés parce qu'ils étaient plus fragiles, parce que ça n'intéressait personne, parce que leur histoire est plus méconnue. Et aujourd'hui, on peut trouver des châles imprimés à partir de 50 € et ça peut monter, quand c'est des châles très beaux, autour de 300 €. Mais ce n'est pas des grosses sommes, c'est-à-dire c'est accessible. Oui. Alors qu'un châle tissé commence à 500 jusqu'à plusieurs milliers d'euros quand c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et nous voilà, Céline, dans l'univers de Christian Lacroix. C'était un honneur pour vous d'avoir des prêts de robes inspirées des motifs cachemire? C'était effectivement un bel honneur de pouvoir accueillir dans cet espace un aussi grand couturier qui en plus s'est illustré dans l'utilisation de ce thème cachemire. Et ça, ce motif, il l'a suivi tout au long de... Oui, puisqu'ici, sur ces 12 ensembles haute couture qui sont présentés, on a différents modèles de différentes collections des années 80 aux années 2000. Donc c'est un motif, on peut considérer récurrent. Eh bien, figurez-vous, Céline, il n'y a pas que les créateurs qui le travaillent, ce motif cachemire. Ici aussi, dans les écoles, on l'apprend en dessin. On retrouve tout de suite la classe de 8e de l'école Jean 23. Vous avez déjà vu ce genre de tissu? Des fois, ma mamie, elle le prend pour pas avoir froid parce que des fois, il y a un vent chez moi. Pourquoi est-ce que je vous parle du cachemire aujourd'hui? Parce que le cachemire fait partie de notre patrimoine culturel et notamment ici à Mulhouse est née une certaine forme du cachemire dérivée du 18e. Et est-ce que vous avez une idée où on peut voir des tissus à Mulhouse? Dans quel musée faut-il aller? Oui. Le musée de l'impression sur étoffe. Ah, très bien. Qui est-ce qui est déjà allé au musée de l'impression sur étoffe? Bien. Aujourd'hui, nous, on va faire de l'impression à la main. Et une légende raconte que les premiers bottets ont été faits à la main. C'est-à-dire que les personnes s'enduisaient la paume de la main. Regardez, prenez votre main et pliez-la un petit peu, mettez-la en croissant, ça dessine une arabesque. Et on fera l'empreinte. Regardez la forme que ça fait. On fera l'empreinte tout à l'heure sur une feuille de papier sombre pour rester dans l'esprit du cachemire, qui est souvent fait sur fond noir ou sombre. Et de là, après, avec les glitters et autres couleurs, vous allez partir de ce motif, de votre empreinte, pour créer un bottet vraiment manuel.
d'accord? Et on les assemblera tous et on en fera cadeau au musée de l'impression sur étoffe. On va faire un grand cachemire en papier en assemblant tous les bottets qui vont être réalisés. À faire rentrer l'art à l'école, c'est mon leitmotiv, parce que l'art fait partie d'un art de vivre aussi. Et apporter un peu plus de vie et de beauté à travers l'art, c'est indispensable. Les enfants sont très ouverts, ont une très belle dynamique par rapport à l'art et ils sont très demandeurs et ils apprennent très volontiers. D'ailleurs, ils n'ont pas l'impression d'apprendre. De l'école primaire, on saute aux études supérieures. Saviez-vous que l'ENSISA à Mulhouse forme des ingénieurs en textile capables de maîtriser savoir et savoir-faire indispensables aux industries textiles de demain? Ici, le cachemire est une matière première que l'on étudie sous toutes ses coutures, ou plutôt devrais-je dire sous toutes ses fibres. La laine de cachemire, en fait, c'est la laine qui vient d'une chèvre. Une chèvre qui vit en Mongolie, une chèvre qui va nous donner un poil extrêmement doux, extrêmement fin, très long, et qui permettra d'avoir ensuite des tissus extrêmement fins, extrêmement recherchés. Alors les étudiants travaillent sur le cachemire, donc ils apprennent à fabriquer un fil à partir de ces fibres-là qui sont sous forme de ruban. Avec ces fils, ils apprennent à fabriquer une étoffe. On a des étoffes de cachemire, on peut faire des tricots également de cachemire, mais ce n'est pas la seule fibre que nos étudiants apprennent à utiliser. Ils travaillent le coton, qui est la fibre traditionnellement travaillée à Mulhouse, mais aussi la laine, les fibres synthétiques, les fibres artificielles. On forme des ingénieurs qui vont avoir une compétence spécifique dans les matériaux textiles, la fibre. Alors cette compétence, ils vont pouvoir l'appliquer plus tard dans leur carrière professionnelle pour de l'habillement. C'est une petite partie de nos étudiants qui vient spécifiquement pour ça, mais aussi pour des applications techniques. Applications techniques, exemple, le siège automobile. Ils vont travailler avec des designers, ils vont travailler avec des créateurs. On va essayer de faire en sorte qu'ils se comprennent, qu'ils parlent le même langage, mais clairement, eux, leur domaine de compétence, c'est la technique. L'ENSISA nous forme vraiment à la connaissance des fibres et je pense que ça, c'est une force, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles. Après, tout dépend des affinités, si on aime, si on a envie de toucher du textile ou pas, quoi. Ça dépend si on a envie vraiment de manipuler. Et c'est vraiment une filière qui offre beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation, donc c'est très intéressant de voir vraiment les choses vraiment se faire devant nous. Il y a de la conception et il y a de la manipulation. En plus du fait que c'est une école centenaire, donc une école qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de connaissances, donc je pense que oui, elle nous ouvrira beaucoup de portes. Par rapport aux autres écoles, je pense que c'est vraiment l'école qu'il fallait choisir. Allez, pour en savoir plus sur les formations de l'ENSISA, rendez-vous sur leur site internet. Quant à moi, je retrouve Jean-Paul, notre jardinier, pour un voyage chez les Indiens d'Amérique. Jean-Paul, qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos? Un magnifique coffret, Caroline. Un magnifique coffret de bulbes, vous voyez, des bulbes à floraison printanière. Offert, il y en a pas mal, c'est offert par le Centre d'information des bulbes à fleurs. Vous allez peut-être pouvoir le gagner, ce oui, coffret. avec une question toujours très difficile. Il s'est ouvert, mon coffret, peu importe. Alors, dans ce coffret, on trouve, je vous l'ai déjà dit les autres semaines, mais je le répéterai, des narcisses pueblo, des jacinthes blanches aussi, très parfumées, et puis aussi des camassias. Voilà, les fameuses camassias quamash. Tout à fait. Alors, c'est une plante bulbeuse assez particulière parce que d'origine, elle était utilisée plutôt pour la consommation. Le bulbe était utilisé pour la consommation. On peut le manger, d'ailleurs, les Indiens d'Amérique du Nord consomment, je crois, encore toujours, donc les bulbes de Camassia. C'est une plante très intéressante, une plante qui n'est pas quand même pas très courante, qui va développer quand même qui est assez haute, 40-50 cm de haut, avec des feuilles qui sont très étroites, et puis une tige souple mais suffisamment rigide pour tenir tout plein de petites fleurs qui sont regroupées en épis, qui sont des fleurs étoilées. Sur cette variété, ils sont bleus, mais il existe aussi des camassia quamash à fleurs blanches. Alors, plantation au jardin, vous avez le choix, ça pousse un peu partout, dans tous les types de terrains, à condition qu'ils soient suffisamment perméables, donc ils ne restent pas trop humides.
et aussi situation ensoleillée ou à la rigueur légèrement ombragée. Moi j'aime bien planter ces bulbes, vous savez, au pied d'arbres à feuillage caduc, parce que ce qui est bien, c'est que le feuillage n'est pas là quand les bulbes ont besoin de lumière, puis ensuite il apparaît et ça permet aux bulbes de se reposer. Enfin de se reposer, en fait, ils forment des graines et ça les permet de se multiplier sous terre. Donc c'est des bons endroits. Alors pour avoir ces Camassia dans votre jardin, Caroline va vous poser une question quand même très très difficile. Ces Camassia sont utilisés par les Indiens d'Amérique du Nord pour une chose. Est-ce que c'est pour faire des potions? Oui, parce qu'ils ont des potions magiques, vous savez, qui permettent de développer. Vous en avez bien besoin d'ailleurs. Ouais. Potions magiques pour les manger ou pour se soigner? Vous avez la bonne réponse. Vous envoyez vos coordonnées ainsi que cette réponse à l'adresse qui s'affiche et peut-être que vous gagnerez ce superbe coffret. Absolument. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Caroline. Noël approche, vous le savez, vous le sentez. Et bien ici au musée de l'impression sur étoffe, on a décidé de le passer aux États-Unis, à New York. Et oui, le marché de Noël du musée de l'impression sur étoffe vous emmène à New York, où le motif du cachemire revisité, modernisé par une entreprise alsacienne qui a l'habitude d'exporter aux États-Unis, c'est Philéa. Philéa, effectivement, qu'on peut compter parmi nos partenaires pour ce marché de Noël new-yorkais. Voilà, on leur doit des coussins, on leur doit des rideaux. Ça vous dit de les rencontrer, on va tout de suite les retrouver à Souls. L'heureux papa de cette collection que vous retrouvez donc au marché de Noël au musée de l'impression sur étoffe, de ces coussins, de ces rideaux directement inspirés. Ça a démarré par une visite au musée où vous avez cherché, fouillé dans les archives jusqu'à ce que vous trouviez le motif original qui allait servir à faire cette collection. Voilà, c'est exact. Mon choix s'est arrêté sur ce motif-là, dont on voit bien la palmette cachemire, mais qui est aussi agrémenté de choses plus légères, un peu végétales, un peu florales. Philippe redessine à la main le motif en l'agrandissant et en oubliant les couleurs. C'est radical. Il prend instantanément un coup de jeune. Pour ses coussins, il s'inspire d'un autre motif et de la composition en 4 couleurs. Il dispose ses dessins dans ces couleurs et voilà, son coussin est né. C'est très très impressionnant pour quelqu'un qui travaille dans le textile parce que c'est vraiment tout notre passé qui défile. C'est le passé de toute l'histoire de l'impression de l'industrie textile mulhousienne. Et pour quelqu'un qui lui-même réalise des motifs, c'est un peu comme voir le travail de ses arrière-grands-parents, quelque part. Vous vous rendez compte que quand ce coussin arrive sur nos canapés, on ne se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière? Oui, ça je me rends compte, parce que je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. On consomme un tas de produits et on n'a certainement souvent aucune idée de la manière dont ils ont été travaillés. Malheureusement, parce qu'on ne valorise plus le travail. Donc, décidément, ce motif cachemire est loin d'être mort et oublié. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Vous savez tout maintenant sur le cachemire, ce rêve de cachemire. Je vous invite à la visiter, cette exposition, au musée de l'impression sur étoffe à Mulhouse. Vous pouvez revoir l'émission sur le www.alsace20.tv et je vous retrouve la semaine prochaine. On démarre les festivités de Noël. Ciao. Au revoir. Au revoir.